Et bienvenue dans Au cœur des arrondissements. Comme vous le savez déjà, ils sont au nombre de 20 et composent la ville de Paris depuis 1859. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir cet arrondissement qui forme le sud-est de la capitale, le 13e arrondissement. Avec une superficie de 7 km², il est le troisième plus grand arrondissement de la capitale, avec 180 000 habitants. Un quartier de contraste où se mêlent culture, population variée et patrimoine historique. Dans un premier temps, je vous invite à découvrir l'histoire du 13e arrondissement et à rencontrer Monsieur De Perron, un grand passionné du 13e. Le 13e arrondissement. On sait qu'il est intégré dans les arrondissements de la ville de Paris depuis 1859. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il se trouvait à la place ? Si on regarde des cartes anciennes de Paris, et plus particulièrement du 13e arrondissement, on aperçoit vraiment un paysage très rupestre, hein, des champs, des vignes. Napoléon III voulait vraiment une capitale digne de ce nom. Et en fait, il y avait besoin de l'agrandir en annexant des territoires aux villes voisines. Hein, en ce qui concerne le 13e, Gentilly, Ivry, Bicêtre. Et ce qui a donc donné l'idée à Haussmann, hein, de ce Paris qui passait de 12 arrondissements aux 20 que nous connaissons aujourd'hui. Chaque arrondissement étant divisé en 4 quartiers, donc qui fait un total de 80 quartiers pour l'ensemble de Paris. Ça, c'est la situation jusqu'en 1859, le 1er janvier 1860, marquant l'annexion de tous ces territoires de manière à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un Grand Paris. Donc forcément, on partait du premier arrondissement, le palais des Tuileries, parce que Napoléon III y était installé, donc forcément ça ne pouvait être que le premier arrondissement. Et les premiers essais, on va dire, de découpage faisaient tomber le 13e arrondissement dans ce qui a aujourd'hui Passy, Auteuil, tous ces jolis coins. Alors eux n'ont pas du tout apprécié la plaisanterie, non pas par superstition, mais tout simplement qu'il y avait, avant 1860, il y avait un adage célèbre qui disait être marié à la mairie du 13e. Le 13e n'existant pas, en fait, ça indiquait tous ces couples qui vivaient en concubinage, ce qui à l'époque était fort mal vu. Donc, ces gens-là n'ont pas du tout été contents, ils l'ont fait savoir, et donc on a imaginé cette numérotation qu'on connaît toujours actuellement en escargot, qui fait tomber le 13e arrondissement dans ces quartiers populaires, pauvres, ouvriers, qui se moquaient complètement du camp dira-t-on, et qui sont laissés faire, eux, le 13e, ça ne leur posait pas de problème particulier. Les Gobelins. Voilà un nom étrange pour un arrondissement. Difficile aujourd'hui de ne pas penser à un roman fantastique. Mais alors, que sont les Gobelins du XIIIe ? Donc, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas sous Louis XIV que la manufacture des Gobelins a été créée. C'est bien avant, déjà l'arrivée de Jean Gobelin, qui était teinturier, est arrivé sur les berges de la Bièvre au XVe siècle. Il était très réputé pour ses rouges à l'écarlate, était donc très apprécié. Et c'est sous Henri IV qu'a été décidé d'implanter également des tapissiers. Descendants de Jean Gobelin ont continué à pérenniser l'entreprise, ce qui fait que très rapidement, le quartier et la rivière ont pris le nom des Gobelins. On dit la Bièvre, hein, on l'appelle également rivière des Gobelins. Et l'arrondissement tel qu'il sera créé en 1860 prendra le nom d'arrondissement des Gobelins. Une rivière dans le XIIIe ? Vous pourrez chercher, vous aurez du mal à la trouver, à moins de regarder attentivement où vous mettez les pieds. Donc la Bièvre, c'est une petite rivière de 32 km de long, hein, pas très large, qui prend ses sources à Guyancourt, dans les Yvelines, donc qui traverse des villages tout à fait sympathiques, comme Buc, les Loges en Josas, Jouy en Josas, la ville de Bièvre même, Verrières-le-Buisson, ensuite elle passe dans le Val-de-Marne. Très tôt, la rivière a été polluée, hein,
c'était vraiment des égouts à ciel ouvert. Ce qui me fait d'ailleurs un peu sourire lorsque j'entends aujourd'hui des gens dire qu'ils sont un peu nostalgiques de la Bièvre à Paris. Bon, déjà, ils ne l'ont jamais connue parce que le dernier tronçon a été recouvert en 1912. Hein, et ensuite, la Bièvre à Paris n'a jamais fait envie. À quoi pouvait bien ressembler ce passé industriel si important pour la ville de Paris ? Dès le XIXe siècle, Paris est devenu l'un des quartiers les plus industriels même de France. Alors déjà, pourquoi ? Tout simplement que du fait des vents dominants, le 13e étant situé à l'est, les fumées des usines ne risquaient pas d'accommoder justement les beaux quartiers. Ça, c'est vraiment la raison principale pour laquelle toute l'industrialisation, mais c'est vrai aussi pour d'autres arrondissements de Paris, mais on épargnait l'ouest parisien, tout simplement. Donc, je disais le quartier le plus industriel quasiment de France même, l'automobile, est né dans le 13e avec Pont-Art et Levassor, les premières automobiles. Il y avait quasiment les plus grands moulins du monde, les grands moulins de Paris. Aujourd'hui, les bâtiments ont été utilisés pour la fac Paris Diderot. Il y avait une usine à gaz, la Sudac, à air comprimé, pardon. Il y avait la Sudac, donc c'est ce qui permettait d'actionner les ascenseurs, les horloges qui étaient dans les rues. Il y avait une des plus grandes usines de France, c'était la chocolaterie Lombard, c'était énorme. Aujourd'hui, la majorité des usines et manufactures qui formaient l'arrondissement n'existent plus. Elles ont laissé place à de nouveaux quartiers flambant neufs dédiés aux affaires. Donc aujourd'hui, je serai assez catégorique en disant qu'il reste quasiment aucune trace de l'industrialisation du 13e. Si ce n'est, je vous dis, quelques bâtiments qui ont été remaniés. Nous l'avons dit, le 13e arrondissement a sa propre histoire, à la fois préservée et transformée. Il n'a rien à envier à ses semblables. Mais à quoi ressemblent ces évolutions et qui sont celles et ceux qui font vivre cette partie de la capitale ? Pour poursuivre avec vous, nous allons aller à la rencontre de certains des acteurs de l'économie et de la culture du 13e arrondissement. Jean-Paul Réty, sculpteur, et j'ai une deuxième casquette importante dans ce lieu, c'est président d'une association de défense de cet endroit un peu particulier. Je travaille essentiellement avec de l'acier, surtout. Par exemple, les écoles ont des étudiants qui viennent de loin ou de près, mais qui viennent pour juste des cours. Donc, ils ne sont pas inclus dans le bâtiment en tant qu'usagers réguliers. Parfois, il y a des gens qui viennent de très loin pour demander une œuvre ou une création. Parfois, ils viennent chez un artisan ici pour commander des objets. Parfois, ils viennent pour un cours de piano. Parfois, ils viennent pour commander à un architecte un projet. Donc, il y a des gens qui viennent de très loin, en effet, parfois, en tant qu'usagers ponctuels. J'ai fondé une association il y a fort longtemps, en 1992, pour la simple raison que le lieu où nous sommes actuellement, où il y a 100 personnes, des écoles, toutes sortes de choses, appartient à la collectivité locale à Paris depuis quelque temps. Je suis tombé dans le piège de locaux aveugles à aménager, parce qu'il n'y avait pas d'autres. Impossible d'en trouver. Nous aimerions qu'il y ait une deuxième, troisième génération dans ce lieu. Ce serait le minimum par rapport à l'investissement d'énergie, de création, de production qui a été fait ici, que ça ne disparaisse pas comme le bateau Lavoir, de grande renommée. Nous devons être un bateau Lavoir au long terme. Et malheureusement, rien ne permet de l'imaginer, sinon mon énergie, mais ça ne suffira pas. Bonjour, je m'appelle Cathy Barbou, je suis comédienne, metteur en scène, et je m'occupe de la galerie Le Fil Rouge avec Bertrand Renard. Voilà. J'ai fait un Master 2 d'études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle, et puis j'ai créé une compagnie de théâtre qui s'appelle Les Petits Chantiers. La compagnie s'est agrandie puisque maintenant on a un lieu qui s'appelle Le Fil Rouge, et c'est un lieu de résidence aussi de nos activités théâtrales, mais aussi un lieu transversal puisqu'il y a aussi des œuvres qui sont exposées au mur
et des personnes avec qui nous travaillons, des artistes associés. Alors le fil rouge, c'est un courant d'art, du coup, puisqu'on peut mettre la transversalité avec tous les arts dans notre lieu, et c'est ce qui fait le fil rouge et la particularité, la singularité de notre galerie, puisque c'est une galerie théâtrale. On avait vraiment envie d'être proche des habitants et puis vraiment amener la culture chez les gens dans un quartier et que ce soit comme un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu où les gens se sentent à l'aise, ils peuvent venir. Parfois c'est simple, ils viennent, on prend un thé, on prend un café et puis ils regardent les œuvres. Ce soit vraiment aussi un lieu d'échange, un lieu vraiment artistique et qui permette de pouvoir, pour des gens qui n'ont pas forcément accès à la culture, ce soit un lieu de culture pour tous. Nous, on est vraiment contents de notre quartier. D'ailleurs, on est soutenu par la mairie du 13e et par l'élu à la culture aussi, Philippe Moine. Et c'est vrai qu'on est au pied de la butte aux Cailles et je pense que c'est vraiment un bon lieu artistique puisque la butte aux Cailles est déjà par elle-même un lieu où il y a beaucoup de touristes qui viennent pour visiter. Notre maire aussi aime beaucoup tout ce qui est le street art. Donc il y a tout un parcours là-dessus qui est très intéressant sur la butte aux Cailles. Et puis plus ça va, plus dans notre rue il y a des petites galeries qui poussent. Ça germe, on met des petites graines un peu partout pour qu'il y ait des lieux culturels qui puissent naître dans ce lieu, dans ce quartier. Je m'appelle Tristan Morvan, j'ai 40 ans. J'ai monté ce premier lieu qui s'appelle l'Âge d'Or en 2010. L'idée étant d'avoir ce qu'on appelle un tiers-lieu, donc un lieu qui soit à la fois culturel et économiquement indépendant. Pourquoi on a lancé ce concept ? D'une part parce que ça n'existait pas à Paris. C'est des concepts que j'avais rencontrés à Berlin, à Dublin, un peu à New York. Pieds et poings liés par l'espace et donc on doit faire en fonction de ça. Donc on n'a pas d'espace de stockage pour les intervenants, on n'a pas de coulisses particulières, on n'a pas tout ça. Donc à partir du moment où les gens veulent se produire ici, que ce soit en musique, que ce soit en petit spectacle, en petit show-off, en faire de la photo pour des pubs. On a fait beaucoup de tournages de cinéma aussi ici. Il faut prendre le lieu comme il est et donc il faut jouer avec les contraintes du lieu, qui sont un espace réduit et un maximum de choses dedans. Ce que j'aime à l'Âge d'Or, c'est que c'est un lieu pluriel et que c'est un lieu qui accueille tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se sont jamais intéressés à ce qu'on pouvait faire de propositions culturelles ou artistiques ou associatives. Ça ne les intéresse pas, mais qui fréquentent l'Âge d'Or simplement parce que c'est un bar dans lequel ils se sentent bien. Et à la fois, on peut aussi avoir des gens qui viennent à l'Âge d'Or que pour ces activités. Et donc ce mélange-là me plaît, parce que c'est un mélange qu'on voit plus beaucoup dans Paris, où les choses sont de plus en plus formatées et puis à chaque lieu correspond son public. Nous, on arrive encore à préserver ça et à proposer un lieu qui soit un lieu ouvert. C'est le début de Chinatown. C'est un quartier merveilleux parce que c'est un quartier qui est cosmopolite, beaucoup plus qu'on ne pense. C'est pas seulement un quartier asiatique, c'est un quartier avec beaucoup d'histoires d'immigration différentes. Il y a une communauté algérienne, il y a une communauté asiatique très vaste et puis surtout très plurielle. Et puis il y a aussi le vieux Paris qui se mélange sous les tours. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir le 14e dans Au cœur des arrondissements.